Pourquoi 50 jours? On va tous, si vous êtes d'accord, se poser la question avec nos experts autour de moi sur ce plateau, mais également nos envoyés spéciaux que l'on va retrouver dans quelques instants depuis Kiev. Pourquoi ce nouveau sursis accordé par Donald Trump à Poutine avant de lui imposer de nouvelles sanctions économiques? 50 jours pour continuer à frapper l'Ukraine, 50 jours pour poursuivre sa conquête des territoires déjà annexés, un délai inexpliqué que beaucoup ont bien du mal à comprendre. Écoutons Kaja Kallas. 50 jours, c'est très long si nous considérons qu'il tue des civils innocents tous les jours. Il est donc clair que nous devons tous mettre plus de pression sur la Russie pour qu'elle veuille aussi la paix. C'est une bonne chose que les Américains fassent des démarches et j'espère qu'ils donneront aussi de l'aide militaire comme les Européens le font. Marianne Kotonoff et Éric Josset sont avec nous. Merci beaucoup à tous les deux. Ce nouveau délai accordé par Moscou provoque autour de vous colère et incompréhension. On entendait certaines déclarations, un nouveau permis de tuer donné à Vladimir Poutine. Oui, et puis 50 jours, comme par hasard, il y a à peu près 10 jours, Vladimir Poutine a dit qu'il lui fallait 60 jours pour conquérir le reste des oblasts où il avait déjà bien avancé. Et vous rajoutez 50 plus 10, le compte y est, ça fait 60. Donc c'est ça qui met très en colère les Ukrainiens. Et puis aussi, ils se posent la question, pourquoi, quand c'est pour imposer des sanctions à l'Europe au niveau des tarifs douaniers, dès le 1er août, ça sera en application. Et puis pour la Russie, on reporte ça à 50 jours, alors qu'effectivement, tous les jours ici, des civils sont tués, des militaires sont tués sur le front. Donc vraiment, ici, c'est une grosse colère. Puis ils estiment qu'encore une fois, Donald Trump n'ose pas aller jusque-là, n'ose pas imposer tout de suite des tarifs douaniers plus importants, ces fameuses sanctions secondaires. Donc en fait, ici, l'incompréhension, oui et non, parce qu'on se dit aussi, c'est une façon aussi de laisser à Vladimir Poutine le temps de conquérir, je vous le disais, ces oblasts. Et puis après, de dire à l'Ukraine, maintenant, on va négocier et vous laissez les oblasts conquis à la Russie. Et ça, c'est une façon de tordre le bras encore une fois aux Ukrainiens pour accepter des conditions de paix, des conditions presque de reddition qui seront ici inacceptables. Merci beaucoup Marianne, merci Éric Josset. Voilà des précisions importantes. Magali, ça serait peut-être le deal secret entre les deux présidents et on sait que ces 4 territoires sont importants parce que pour Poutine et pour la Russie, ils sont déjà russes. Oui. C'est passé au Parlement. C'est peut-être le seul but de guerre que l'on peut connaître depuis 3 ans et le début de cette opération spéciale. C'est vrai que ce délai de 50 jours, c'est une véritable douche froide pour l'Ukraine, pour les Européens qui pensaient que Donald Trump s'était vraiment converti au soutien à l'Ukraine, parce que 50 jours, ça lui laisse le temps de poursuivre son offensive d'été et en effet de se donner rendez-vous éventuellement en septembre, à la fin de l'été, voir si en effet la Russie a véritablement réussi militairement à atteindre ses objectifs. Et ensuite, c'est certainement le calcul de Donald Trump de se dire à ce moment-là... De Trump ou de Poutine, ou des deux? Moi, je pense de Donald Trump déjà, d'essayer de dire, allez, je lui aurais laissé l'été, en septembre, clause de rendez-vous pour essayer de relancer les négociations. Est-ce que ça suffit à Vladimir Poutine ? C'est toute la question, parce qu'on voit bien que depuis le début, depuis le 20 janvier, depuis que Trump est à la Maison-Blanche, il ne cesse de gagner du temps pour continuer justement sa guerre. Est-ce que 50 jours lui suffiront ou pas ? C'est loin d'être certain. Et ce qu'on voit avec les déclarations quand même d'aujourd'hui, du côté du Kremlin, c'est qu'on a quand même bien compris le message et qu'on parle, ça y est, de 3e round de négociations, alors que Istanbul 1 et 2, ça n'a absolument rien donné. Mais manifestement, Trump a quand même entendu Poutine lui dire le 3 juillet, il me faut en effet 60 jours de plus. Et après, on verra, est-ce qu'il y a un deal ? C'est difficile à dire, mais en tous les cas, manifestement, Trump a entendu ce que lui avait dit Poutine et sa volonté d'avancer de toute manière, coûte que coûte, pendant l'été. Anne Kratz, votre analyse de ces 50 jours et de ce point très important, c'est-à-dire que si Trump respecte le deal fixé ou l'envie fixée par le chef du Kremlin, ça commence à poser de sérieux problèmes. Écoutez, si vous m'aviez demandé il y a 3 jours qu'est-ce qu'allait dire Trump au cours de cette fameuse conférence qu'il allait donner, je vous aurais dit exactement ce qu'il a dit, c'est-à-dire qu'il allait laisser à Poutine une porte de sortie, parce que ça se savait. Donc, comme ça se savait.
Oui, ça se savait. Tout le monde avait l'air de dire c'est un revirement complet, etc. Non, comme je l'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, c'est un revirement qui a à voir avec son audience à l'intérieur des États-Unis. C'est pour une consommation interne. En ce qui concerne la consommation externe, Trump ne s'en préoccupe pas énormément. La seule chose dont il se préoccupe, c'est sa communication interne. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai dit tout à l'heure. Il dit à ceux qui voudraient soutenir l'Ukraine, qui sont dans des États clés parce que n'oublions pas que quand même, ça commence à arriver très tôt maintenant, les élections législatives. Il y a une toute petite majorité. Les élections de mi-mandat. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de sénateurs, dont un des plus ardents soutiens de Trump, le sénateur Lindsey Graham, qui doit absolument être réélu. Et lui, pour diverses raisons, parce qu'il est soutenu par divers groupes, dont par exemple les grands fabricants d'armements, d'autres groupes très puissants. Il est soutenu par les PAC aussi, donc ça c'est important, pour sa réélection qui arrive là en 2026. Donc lui, il pousse à la roue pour que Trump donne des espèces de gages à tous ces gens-là. Et Trump, qui est malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, un animal politique d'une très grande capacité, il faut bien le reconnaître, il donne des gages à tout le monde tout en suivant son chemin, et son chemin c'est de donner à la Russie, comme ça vient d'être dit à l'instant, une sorte de victoire. Ça ne sera pour la Russie qu'une petite victoire malgré tout, une sorte de victoire de façon à ce qu'après ils puissent faire du business ensemble. Et je souligne quand même que dans ce qu'il a dit quand il a parlé de faire acheter des patriotes par les Européens, il a appelé ça comme un windfall. Un windfall, ça veut dire une aubaine pour nous. C'est une aubaine financière pour nous, c'est du business. Gagner, général, sur... C'est quand même un peu difficile à avaler parfois. Sur tous les tableaux. Malheureusement, il va falloir que les Ukrainiens l'avalent, ou pas d'ailleurs, ça risque d'être compliqué. Ce timing, ça vous semble bon? Oui, parce que, en outre... ce qui a été dit par Magali, notamment en termes de délai et les informations qu'il y avait dans le passé, on est dans une situation, nous sommes à l'été, le terrain est favorable pour la guerre, le climat est relativement bon, ce qui permet à une force, je dirais, qui est a priori aguerrie, d'essayer de gagner des avantages territoriaux, en l'occurrence la Russie sur l'Ukraine. Ça vous semble crédible, pardon général, parce que depuis plus de 3 ans, nous suivons ce conflit ensemble, ça vous semble crédible quand 50 jours, enfin 60 au total, ce qui serait le deal passé entre les deux, la Russie puisse récupérer les quelques pourcents qui lui manquent des 4 régions, j'allais dire convoitées, non, plus que convoitées, déjà annexées, en tout cas sur le papier. Je n'irai pas jusqu'à là, je dirais qu'il y a la tentation et la réalité sur le terrain de tenter cela, que d'ici l'automne, les objectifs, je dirais, sur le terrain soient atteints. Je ne dis pas que ça va être atteint. Non, je vous dis, est-ce que c'est possible techniquement? C'est possible techniquement. Vous reprenez les SW encore de ce matin, sur les combats d'hier. Vous verrez qu'il y a déjà des percées assez importantes. Alors bien sûr, ce n'est pas des centaines de kilomètres carrés, mais il y a plusieurs grandes villes du front de l'Est, je dirais, du côté ukrainien, qui sont en cours d'encerclement. Alors, ce n'est pas un encerclement... Mais c'est la méthode des Russes depuis 3 ans. Oui, parce qu'ils ne vont plus se battre dans les villes, vu les pertes qu'ils ont eues. Donc, on encercle. Alors, il y a Pokrovsk, il y a Kupiansk, il y en a encore une troisième que je n'ai pas en tête. Et on voit que, certes, c'est 2 km par jour à 5 km par jour d'avancée, mais ça avance, et à un moment donné, d'ici 50 à 60 jours, il n'est pas invraisemblable que l'un de ces points tombe et que ça soit déterminant pour la volonté de résistance de l'Ukraine, en disant, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Et peut-être de pousser les Ukrainiens à arriver dans 50 jours à la table des négociations. Oui, avec derrière l'espoir des Russes de faire s'effondrer littéralement tout le front ukrainien, parce que quand on a l'expérience... Tout le front, quand on voit cette carte, tout le front, pour vous, c'est l'ensemble de ce front ou on va de l'autre côté du Dniepr? C'est l'ensemble. Il y a un moment, c'est arrivé en 1918 aux Allemands. En 1918, la dernière offensive du Dendorf est arrivée à 40 km de Paris. 2 mois après, l'armée allemande s'effondrait parce qu'elle était au bout de ses forces. Et ça, je pense que les Russes l'espèrent. Alors, ils prendront ce qu'ils pourront prendre dans les 4 oblasts, mais je crois que derrière, ils ont un espoir supplémentaire, c'est d'obtenir l'effondrement de l'ensemble du dispositif militaire. Et en fait, il y a une question qui se pose, à quel moment d'ailleurs l'Ukraine serait contrainte, je dis au conditionnel, serait contrainte de négocier, et quelle serait d'ailleurs la position des États-Unis à ce moment-là? Parce qu'on revient quand même à cette revendication russe qui est inacceptable, c'est de prendre des territoires qu'ils n'ont pas conquis. Et qu'en fonction de la pression... Militairement, bien entendu. Et là, quelle va être l'attitude des Européens d'un côté? Alors, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Par contre, les Américains, peut-être que là, Trump mettra un holà. C'est-à-dire qu'en fait, le deal dont on parle, qui est potentiellement vraisemblable, c'est de dire,
vous prenez les 4 oblasts, mon cher camarade Poutine, les 4 oblasts administrativement, et après vous arrêtez votre truc. Voilà, c'est l'Ukraine. C'est ça. Et vous pensez que Trump s'en contenterait et que Poutine surtout accepterait? Ce serait le bon deal passé entre Russes et Américains? Personne ne perdrait la face, sauf malheureusement je crois que le général Chovancy a raison. Il y a sûrement un deal derrière. Le problème, c'est un deal verba volante, comme on dit en latin, hein, c'est-à-dire les paroles volent et les écrits ne restent pas toujours, mais enfin théoriquement il n'y aura pas d'écrit, je pense. Voilà. Et l'appétit vient en mangeant. S'il y a vraiment un effondrement... Mais l'appétit est russe alors? Ben, bien sûr. Donc c'est à craindre, c'est que les chars continuent d'avancer, les troupes aussi. Voilà, si vraiment il y a un effondrement de l'armée ukrainienne, ça n'est pas dans le scénario de Trump, mais c'est dans un scénario possible des Russes. Et à ce moment-là, la question qui se posera, c'est la survie de l'Ukraine en tant qu'État indépendant et pro-occidental. Et là, je crois que Trump ne cédera pas sur ce point. Tout à fait. Oui. Je pense que Donald Trump ne veut pas un effondrement du front ukrainien, parce qu'en fait, ce qu'il fait finalement depuis qu'il est arrivé au pouvoir, c'est en fait livrer aux Ukrainiens, que ce soit en termes de renseignement ou en termes d'armement, en fait le minimum vital pour quand même tenir, pour essayer de ne pas pour ne pas arriver complètement désarmé à la table des négociations. Il n'a pas intérêt à ce que l'Ukraine s'effondre totalement. En revanche, Vladimir Poutine, oui, est en train de pousser. L'Institut pour l'étude de la guerre que citait le général disait que les forces russes sont en train d'avancer dans l'oblast de Zaporijjia, si on peut re-regarder la carte que l'on voyait à l'instant, à l'est de l'oblast, et l'Institut pour l'étude de la guerre dit c'est la première activité tactique significative dans cette zone de la ligne de front, donc l'est de Zaporijjia, la première fois depuis la contre-offensive ratée des Ukrainiens. Donc oui, il y a une volonté évidemment de percer cette ligne, et manifestement il y aurait un point de faiblesse d'après cet institut qui regarde vraiment jour après jour et heure par heure ce qui se passe sur le front, à l'est de cette oblast de Zaporijjia, près de l'oblast de Donetsk. Ouais. Moi non plus, je ne pense pas que Trump ait intérêt à ce que l'Ukraine s'effondre complètement. Je ne pense pas que ce sera le cas d'ailleurs, pour diverses raisons. On sait déjà que Trump a dit à Poutine, prenez les 4 oblasts que vous avez déjà pris, n'allez pas plus loin, l'Ukraine ne sera pas dans l'OTAN, etc. Il n'a pas changé d'avis non plus, lui, Poutine, dans ce cas précis. Donc je crois qu'on en est là. Il a effectivement donné à Poutine une dernière chance, peut-être, comme vous dites, de grignoter jusqu'à pouvoir arriver jusqu'aux anciennes frontières des oblasts. Pour certains, c'est pas encore très loin. Et puis après, ça sera très clean. On aura les frontières. Et le long du Dniepr. Donc voilà, ça sera un nouveau pays. La nouvelle Russie. Mais ce qu'il faudrait surtout savoir maintenant, c'est quelle est la position de Zelensky. Et c'est ça dont on parle très peu, on en parle trop peu d'ailleurs. Notamment par rapport aux États-Unis. Alors, oui, on sait qu'il a remercié hier comme il devait le faire. C'est ce que nous a dit Marianne, tout en se méfiant de son ancien allié, de ce partenaire. Pendant que vous parliez à Ankratz, vous avez vu cette déclaration reprise par nos confrères de Politico. Je voudrais bien qu'on les revoie, s'il vous plaît, sur ce que pense Donald Trump, notamment de ce qui va se passer sur le terrain. Voilà, c'est exactement, Général, ce que vous disiez. C'est-à-dire que quoi qu'il, le président américain sait que les Russes gagneront. L'idée, c'est de limiter la casse, quelque part. Oui, ça, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis des semaines. Ça me semble, pour moi, assez évident. En prenant simplement les propos de Trump les uns après les autres, on voyait bien qu'il ne se mouillait pas trop, qu'il ne voulait pas trop donner. La politique, il a toujours évoqué, parce qu'en fait, on se fiche de la tête de Trump en permanence. Mais il a quand même une ligne conductrice qui semble à peu près cohérente du début jusqu'à la fin. Très même, hein, c'est ce que nous dit Anne, très cohérente. Même si c'est camouflé... il a un but, en tout cas, lui. Voilà, même si c'est camouflé par plein de propos un peu disruptifs, n'empêche que sa ligne est toujours la même depuis le début. Donc ce qui est écrit là, moi je crois que c'est ça la vérité aujourd'hui. Monsieur l'ambassadeur. Je partage ce point de vue. Je pense que Obama pensait la même chose. Obama pensait que la Russie allait gagner et qu'il fallait que les Américains essayent de trouver un accord. C'est le testament d'Obama dans The Atlantic en 2016, où il dit il ne faudra jamais oublier que pour nous, l'Ukraine est un intérêt et que pour les Russes, c'est existentiel. Et donc nous perdrons toute escalade. C'est ce qu'Obama a écrit. Donc, regardez ça, voilà, c'est la suite.
des révélations de Politico, la Russie a une économie et une armée plus importante, dispose de suffisamment de corps à jeter au hachoir et elle s'en fiche. Oui. Je vous rappelle que ce sont des propos de proches de la Maison-Blanche, proches du président Trump. Et il y a cette expression, certes anonyme, mais qui en dit long, et visiblement tous autour de cette table. Vous êtes d'accord pour dire que ce sont des propos que pourrait tenir ou qu'aurait pu tenir le président Trump? C'est une forme de vérité, quelquefois. Oui, c'est brutal. Sur le fait que les Russes sacrifient leurs troupes, les Russes n'ont pas l'approche à la mort qui est la nôtre, mais c'est quand même utile, les troupes, hein. On les envoie pas au hachoir comme ça. Ils ont fait des erreurs au début. Maintenant, leur système de motocyclettes et tout ça, c'est véritablement pour économiser des troupes. Donc je suis. Non, mais ils ont appris aussi de 3 ans de guerre. Il n'y a pas que les Ukrainiens. Et puis, je pense qu'il y a aussi cette idée sous-jacente chez les Américains, et chez Trump en particulier, que plutôt l'Ukraine traitera, quelles que soient les concessions qui sont faites, moins elle aura à payer cher. Parce que quand on regarde la séquence des événements depuis 2014, à chaque tentative d'accord, l'Ukraine perdait quelque chose de supplémentaire. Et maintenant, il y a quelque chose d'inquiétant, c'est que Poutine dit, et pas Poutine, Lavrov, Peskov, etc., il ne parle pas vraiment des 4 oblasts. Il dit il faudra tenir compte de la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'en fait, ça va potentiellement au-delà des 4 oblasts. Donc, et je crois parce que vous avez aussi... je ne sais pas si on peut revoir cette carte, mais c'est une région dont on parle moins en ce moment. On se réintéresse au front ouest. Mais si vous montez tout en haut, dans la partie nord, dans la partie de Koursk, c'est quand même là que la Russie a toujours massé une 40aine ou une 60aine de milliers d'hommes, que les forces sont importantes, que là où devraient arriver des renforts également nord-coréens, et c'est là, comme vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, que la Russie veut aussi une zone tampon. Là, c'est une zone tampon. Ou d'une 50aine de kilomètres, mais sur terre ukrainienne. Mais moi, si vraiment il y avait un effondrement de l'armée ukrainienne, moi je serais plutôt inquiet pour Odessa, ce qui poserait des problèmes stratégiques dans les Balkans et partout ailleurs, parce que... Vous pensez que la Russie... Alors Odessa, on n'a pas vu sur cette carte, mais c'est ce bout qui descend. Vous avez Kherson, puis vous allez en bas sur la mer. Non. Mais jamais les Américains ne laisseront les Russes prendre Odessa. Non, ils ne laisseront pas. Jamais. C'est pour ça que c'est inquiétant, bien sûr. Et c'est inquiétant pourquoi? Parce que vous pensez qu'il y aura une escalade, les Américains ne laisseront pas. Odessa, c'est pas possible. Mais Poutine veut Odessa, on le sait. Ah la presse russe partout. Il veut beaucoup de choses. Bien sûr, Odessa, c'est la plus russe de toutes les villes ukrainiennes. Il veut Kharkov, il veut Dniepopetrovsk, ville fondée par Catherine la Grande, Odessa, fondée par Catherine la Grande. Donc tout ça, c'est pétri d'histoire. Il voudrait tout. Jamais les Américains ne laisseront les Russes prendre Odessa. C'est pas possible. Il y aurait plus d'ouverture sur la mer Noire. Il y a beaucoup d'intérêts américains en Ukraine, notamment pour l'exportation du blé. Les gros silos qu'on voit sur le port d'Odessa appartiennent à Cargill, la grande boîte américaine. C'est pas possible. Ils laisseront jamais ils laisseront jamais les Russes prendre. C'est vrai que je pense que Anne, vous avez mis le doigt où ça fait mal pour les Américains, c'est que vous touchez au business et au dollar en général. Là, ils deviennent méchants. Magali, votre analyse sur ce qui est peut-être en train de se jouer, ou peut-être ce qui s'est joué ce 3 juillet au téléphone entre les deux présidents? En tout cas, moi j'ai été très frappée hier dans le bureau ovale lors de cette conférence de presse improvisée, assez décousue finalement de Donald Trump avec Mark Rutte, de cette question qui est la vraie question en fait, que pose un moment un journaliste américain à Trump, qui lui dit d'accord les 50 jours, d'accord les armes, les sanctions, mais que se passe-t-il si Vladimir Poutine n'accepte pas à la table des négociations? Est-ce que les Américains sont prêts à l'escalade? Parce qu'en fait, c'est la vraie question. Que se passe-t-il si, en effet, Poutine ne revient pas à la table et Donald Trump refuse de répondre. Et il dit,
je n'envisage même pas cette possibilité. Ce que nous voulons, c'est la fin de cette guerre déclenchée par Biden, par les démocrates. C'est pas ma guerre. En fait, il n'y a pas de plan B dans la tête de Donald Trump, sauf finalement à un moment ou à un autre. La table des négociations, c'est quand même son objectif. Rappelez-vous de son discours d'investiture le 20 janvier, nous mesurerons nos succès aux guerres que nous arrêterons ou celles dans lesquelles nous ne tomberons pas. Donc il est obligé aussi, comme le disait Anne, de parler à cet électorat pour dire non mais nous, le but, c'est pas du tout d'entrer en guerre contre la Russie, c'est justement d'éviter cette troisième guerre mondiale. C'est ce qu'il avait promis pendant toute la campagne et c'est ce qu'il n'arrive pas à obtenir de Poutine depuis maintenant 6 mois. Tout ça avec un autre spectre qui est celui du face-à-face qui arrivera peut-être d'ailleurs avec la Chine.